Un fait divers. Vsevolod Garchine. 1. Comment est-ce arrivé? Moi qui 2 années durant n'ai pensé à rien, je me suis mis à réfléchir. Je n'arrive pas à le comprendre. Ce n'est quand même pas ce monsieur qui a pu me suggérer ces pensées. Parce que ces messieurs, on en rencontre tellement que je me suis habitué à leurs sermons. Oui, chacun d'entre eux, ou presque, hormis ceux qui sont totalement habitués et ceux qui sont très intelligents, se met à parler de ces choses dont ni lui, ni même moi, n'avons que faire. D'abord, on me demande comment je m'appelle, quel âge j'ai, puis, la plupart du temps avec un air passablement morfondu, on s'inquiète de savoir s'il ne serait pas possible d'abandonner d'une manière ou d'une autre pareille existence. Au début, pareil questionnement me tourmentait, mais maintenant, j'y suis accoutumé. On s'habitue à beaucoup de choses. Or, voici que depuis 2 semaines, chaque fois que je suis d'humeur sombre, c'est-à-dire quand je ne suis pas ivre, car y a-t-il une possibilité pour moi d'être gai sans être enivré, et que je reste tout à fait seul, je commence à réfléchir. Je m'en passerais volontiers, mais quel est le moyen de faire autrement quand ces pénibles pensées ne me lâchent pas? La seule façon de tout oublier, c'est de partir à un endroit où il y a beaucoup de monde, où l'on boit, où l'on godaille. Je me livre à la boisson et aux ribauderies. Mes pensées s'en mêlent, je ne me souviens plus de rien. Alors ça va mieux. À quoi tient-il qu'auparavant rien de tel ne se produisait, depuis le premier jour où j'ai tracé une croix sur tout? Je vis ici depuis plus de 2 ans, dans cette chambre minable. Je passe tout mon temps de la même façon. Je fréquente les sempiternels Eldorado et Palais de Cristal, et, durant toutes ces années, si ça n'a pas été gai, du moins n'ai-je jamais pensé que ce n'était pas gai. Or maintenant, c'est autre chose, tout autre chose. Quel ennui, et quelle bêtise! De toute façon, je ne m'en sortirai pas, et ce, tout simplement parce que je ne voudrais pas m'en sortir. Cette vie, je m'y suis immergé. Ma voie est toute tracée, je la connais. Dans la sauterelle, journal qu'une de mes relations m'apporte assez souvent, et en tout cas dès qu'on y publie quelque chose de piquant, j'ai vu un dessin. Au centre, une jolie petite fille tenant une poupée, et 2 rangées de figures s'éloignant d'elle. Vers le haut, on trouve à partir de la fillette une lycéenne ou une pensionnaire, puis une jeune fille modeste et une mère de famille, et enfin une vieille dame distinguée. De l'autre côté, vers le bas, il y a une fille sortant d'un magasin avec un panier. Et ensuite, moi et encore moi. La première moi est telle que je suis actuellement. La deuxième balaye une rue. Quant à la troisième, c'est une vieillarde tout à fait repoussante. Je ne me laisserai pas aller jusque-là. Encore 2-3 ans, si je supporte cette existence, et direction Ekateриновka. J'aurai assez de cran pour ça. Bizarre tout de même ce dessinateur. D'où tient-il que de la pensionnaire, on passe immanquablement à la modeste jeune fille, puis à la mère de famille honorable et à la grand-mère? Et moi alors? Dieu merci, moi aussi je peux briller une fois sur la perspective Nevsky, avec une phrase en allemand ou en français. Et je ne crois pas avoir perdu la main pour dessiner des fleurs. Et je me rappelle encore, Calypso ne pouvait se consoler du départ d'Ulysse. Je me rappelle Pouchkine aussi, et Lermontov, les examens et tout. Et cette période fatale, terrible, où je suis demeuré sotte à manger du foin, seul chez des proches parents bien braves qui assuraient qu'ils avaient hébergé une orpheline, et les discours aussi ardents que triviaux de ce fat. Et ma joie soudaine, fruit de ma bêtise, et tout ce mensonge et cette boue là-bas, dans la bonne société, que j'ai quittée pour me retrouver ici, où à présent je m'abrutis de vodka. Horreur! Ce serait récrier la cousine Olga Nikolaïevna. Et en vérité, n'est-ce pas une horreur? Mais suis-je responsable? Eussé-je, moi, une gamine de 17 ans, enfermée depuis l'âge de 8 ans entre 4 murs, et ne voyant que des filles comme moi, sans compter quelques fils à maman, rencontrer quelqu'un d'autre que celui-là, avec sa coiffure à la capoule, mon cher ami? Oui, eussé-je rencontré un autre homme, bon et gentil, alors rien ne serait comme c'est. Stupide pensée! Est-ce qu'ils existent, les gens bien? Les ai-je vus, avant ou après ma catastrophe? Devrais-je penser qu'il y a des gens bien quand, parmi les dizaines d'hommes que je connais, il n'en est pas un seul que je puisse ne pas détester? Et pourrais-je croire qu'il y en ait quand je vois défiler des maris ayant des femmes jeunes et des enfants?
presque des enfants, 14-15 ans, issus de bonnes familles, et des vieillards chauves, paralytiques, ayant vécu leur temps. Et enfin, puis-je ne pas détester, ne pas mépriser, quoique je sois moi-même un être détestable et méprisé, quand je vois parmi eux des gens tels que ce jeunot allemand portant sur le bras au-dessus du coude un monogramme tatoué. Il m'a lui-même expliqué que c'est le prénom de sa fiancée. Jetzt aber bist du, mein Liebe, allerliebstes Liebchen, m'a-t-il dit en me fixant de ses petits yeux onctueux, et, par surcroît, il m'a récité quelques vers de Heine. C'est avec fierté qu'il m'a expliqué que Heine était un grand poète allemand, mais que, les Allemands, ils avaient des poètes encore plus grands, Goethe et Schiller, et que de pareils poètes ne peuvent voir le jour qu'au sein du grand, du génial peuple allemand. Comme j'aurais voulu planter mes griffes dans son vilain joli minois blondasse, au lieu de quoi j'ai vidé d'un trait le verre de Porto qu'il m'avait payé, et tout oublié. À quoi me servirait de songer à mon futur, alors que déjà comme ça, je ne le connais que trop bien? À quoi me sert de penser au passé, alors qu'il ne s'y trouve rien qui aurait pu remplacer ma vie actuelle? Oui, c'est vrai, si on me proposait aujourd'hui même de retourner là-bas, dans un milieu élégant, auprès de gens coiffés avec une raie et des chignons, avec de belles phrases, je n'y retournerais pas. Je resterai ici pour mourir à mon poste. Car moi aussi j'ai mon poste. Moi aussi je suis utile, indispensable. Il y a peu, un jeune homme est venu me voir. Très loquace, il m'a récité une page entière de je ne sais plus quel livre. C'est notre philosophe russe, disait-il. Ce philosophe s'exprimait de manière brumeuse et flatteuse pour moi. Quelque chose du genre « Nous sommes des soupapes aux passions humaines ». Les mots sont abjects et le philosophe est sans doute médiocre, mais pire que tout était ce gamin qui répétait ses soupapes. Au demeurant, la même pensée m'est venue il y a peu de temps. J'étais chez le juge de paix qui m'a condamné à 15 roubles d'amende pour conduite indécente dans un lieu public. À l'instant où il a lu la sentence, tout le monde s'étant mis debout, j'ai pensé ceci. Pourquoi tout ce public me regarde-t-il avec autant de mépris? Admettons que j'accomplisse une tâche sale, répugnante. Admettons que j'occupe l'emploi le plus vil. Mais c'est malgré tout un emploi. Le juge aussi occupe un emploi. Et je pense que nous deux... Je ne pense rien. Je sens que je bois, que je ne me rappelle rien, que je m'en mêle. Dans ma tête, tout s'est mélangé. Et cette salle minable où je danserai ce soir éhontément est le château de Litovsk, et cette chambre sordide où l'on ne peut vivre que saoul. Ça cogne dans mes tempes, ça teinte dans mes oreilles. Dans ma tête, tout cabriole et défile, et je suis moi-même emporté on ne sait où. J'ai envie de m'arrêter, de me retenir à quelque chose, ne serait-ce qu'un fétu. Mais même ce fétu me fait défaut. Mensonge, je l'ai. Et c'est plus qu'un fétu, sans doute quelque chose de plus fiable. Mais je suis descendu si bas que je ne désire plus tendre la main et me saisir de cet appui. C'est arrivé fin août, je crois. Je me rappelle que c'était une magnifique soirée d'automne. Je me promenais dans le jardin d'été, et c'est là que j'ai fait la connaissance de cet appui. Cet homme n'avait rien de particulier, mis à part une certaine loquacité bon enfant. Il m'a raconté presque tout ce qui concerne ses amis et relations. Il avait 25 ans, s'appelait Ivan Ivanovitch. D'aspect, il n'était ni beau ni vilain. Il bavardait avec moi comme avec un camarade. Il me raconta des anecdotes sur son chef de bureau et m'expliqua qui était bien en vue au département. Il partit et je l'oubliais. Cependant, un mois plus tard, il se présenta chez moi. Et il se présenta sombre, triste, amaigri. Quand il rentra, ce visage inconnu, renfrogné, m'effraya quelque peu. « Vous vous souvenez de moi ?» À l'instant, tout me revint et je dis que je me souvenais. Il rougit. « Je pensais que vous ne vous rappeliez pas parce que j'ai beaucoup... » La conversation s'interrompit. Nous étions assis sur le divan, moi à un bout, lui à l'autre, comme s'il venait en visite pour la première fois, tout roide et tenant son haut de forme entre les mains. Nous sommes restés assis assez longtemps ainsi. Finalement, il se leva et s'inclina. « Eh bien, au revoir, Nadiejda Nikolaïevna » fut-il avec un soupir. « Comment avez-vous appris mon nom ?» m'écriai-je en piquant un phare, mon nom usuel n'étant pas Nadiejda Nikolaïevna, mais Eugénie. Je m'étais récrié avec une telle sévérité qu'il eut peur. « Mais je n'ai rien fait de mal, Nadiejda Nikolaïevna.
À personne je n'ai. Simplement, je connais Piotr Vassilievitch, le responsable d'arrondissement. Il m'a tout expliqué à votre sujet, tout ce qui s'est passé exactement. Je voulais vous dire Eugénie, mais ma langue n'a pas obéi, et j'ai prononcé votre vrai nom. Dites-moi, pourquoi êtes-vous venu chez moi? Il se taisait et me regardait tristement dans les yeux. Dans quel but? Continuai-je en m'échauffant. Que puis-je représenter d'intéressant pour vous? Non, il vaut mieux que vous ne veniez plus. Je ne veux pas devenir une de vos relations, parce que je n'ai pas de relation. Je sais pourquoi vous êtes venu. C'est le récit de ce policier qui a suscité votre intérêt. Vous vous êtes dit, voilà une rareté, cette jeune fille cultivée qui est tombée dans ce milieu. Vous vous êtes mis en tête de me sauver. Allez-vous-en, je n'ai besoin de rien. Laissez-moi crever toute seule plutôt que de... Là, j'ai posé mon regard sur son visage et me suis arrêté. Je vis que je le frappais avec chacune de mes paroles. Il ne pipait mot, mais l'air qu'il avait me força à me taire. « Au revoir, Nadejda Nikolaïevna, dit-il. Je regrette de vous avoir chagriné. Et moi aussi. Au revoir. » Il me tendit la main, je ne pouvais lui refuser la mienne, et sortit à pas lents. Je l'entendis descendre l'escalier, puis, par la fenêtre, je le vis traverser la cour tête basse, d'une démarche hésitante. Au portail, il se retourna, regarda mes fenêtres et disparut. C'est cet homme-là qui pourrait être mon soutien. Il me suffirait d'un mot et je deviendrais une épouse légitime. L'épouse légitime d'un homme pauvre mais honorable. Et je deviendrais une pauvre mais honorable génitrice pour autant que le Seigneur, dans sa colère, m'envoie un enfant. 2. Aujourd'hui, Evseï Evseïch me dit « Écoutez-moi, Ivan Ivanitch, écoutez ce qu'un vieil homme va vous dire. Vous n'adoptez pas une conduite sensée, mon bon monsieur. Prenez garde que vos supérieurs n'en soient avisés. » Il parla encore longtemps, en s'efforçant de ne faire que des allusions au fond de l'affaire, du service, du respect dû à la hiérarchie, du général, de moi, et finalement, il en vint à aborder mon malheur. Nous étions dans un cabaret où Nadejda Nikolaïevna passait souvent avec ses amis. « Dans quel but ?» continuai-je en m'échauffant. Evseï Evseïch avait tout remarqué depuis longtemps et m'avait soutiré pas mal de précisions. Je ne pouvais pas retenir ma langue stupide et je lui avais tout raconté, fondant presque en larmes de surcroît. Evseï Evseïch se mit en colère. « Quelle femmelette sensible vous faites! Vous, un homme jeune, bon fonctionnaire! Quelle histoire vous faites pour une moins que rien! Qu'en avez-vous à faire? Que peut-elle vous apporter? Si encore c'était une jeune femme recommandable. Mais là, sauf votre respect... » Il en cracha par terre. Après cet incident, Evseï Evseïch revint souvent à l'objet de son affliction. Il était sincèrement affligé pour moi, mais sans se mettre en colère car il avait constaté que cela m'était désagréable. Au demeurant, il ne pouvait se maîtriser longtemps, et, bien que commençant toujours à en parler de manière allusive, il finissait par aboutir toujours à la même conclusion. Qu'il fallait laisser tomber, s'en foutre, et toute cette sorte de choses. À dire vrai, je suis sensible à ce qu'il me serine chaque jour. Que de fois n'ai-je point pensé qu'il fallait laisser tomber en effet? Oui, combien de fois? Mais autant de fois aussi, après de telles pensées, je sortais de la maison et mes jambes me portaient vers cette rue. Et la voici qui vient, fardée, les sourcils soulignés de noir, en pelisse de velours et avec une élégante toque de loutre, droit sur moi. Et je traverse précipitamment afin qu'elle ne remarque pas que je l'observe. Elle arrive au coin de la rue et fait demi-tour, dévisageant effrontément et fièrement les passants, échangeant parfois quelques mots avec eux. Je la guette de l'autre côté de la chaussée, m'efforçant de ne point la perdre de vue, et je contemple sans espoir sa petite silhouette jusqu'à ce qu'un saligo quelconque s'approche d'elle et engage la conversation. Elle lui répond, elle se retourne et part avec lui, et je les suis. Si la route était hérissée de clous acérés, je n'aurais pas plus mal. Je vais sans rien entendre ni voir d'autre que ces deux silhouettes. Je ne regarde pas à mes pieds ni alentour. Je marche, les yeux exorbités, me heurtant aux passants, suscitant des remarques, des jurons, des chocs. Une fois même, j'ai renversé un petit enfant. Il tourne à droite et à gauche, franchissant un portail. Elle d'abord, lui ensuite. Presque toujours, par on ne sait quelle politesse, il lui cède le passage. Ensuite, j'entre à mon tour.
En face des 2 fenêtres tellement familières se dresse un hangar à foin. Une échelle de fer mène au grenier qui se termine par une plateforme sans rambarde. C'est là que je demeure assis à regarder les rideaux blancs baissés. Aujourd'hui aussi j'étais à mon étrange poste d'observation, quoiqu'il gelât pas mal. J'étais transi affreusement, je ne sentais plus mes pieds et pourtant je restais là. Mon visage exhalait de la vapeur. Ma moustache et ma barbe étaient couvertes de glaçons, mes jambes insensibles. Des gens allaient et venaient dans la cour sans me remarquer. Ils passaient en parlant fort. De la rue me parvenait une chanson avinée. Gaie cette rue. Une dispute, des coups de ratissoir sur le trottoir que nettoyaient les concierges. Tous ces sons bruissaient dans mes oreilles, mais je n'y prêtais aucune attention, pas plus qu'au gel qui me pinçait le visage ou qu'à mes pieds glacés. Tout cela, le froid, les pieds, les bruits, était loin, eût-on dit, très loin de moi. Mes pieds me faisaient souffrir, mais quelque chose à l'intérieur de moi me faisait souffrir bien davantage. Je n'avais pas la force d'aller chez elle. Savait-elle qu'il existait un homme qui eût été heureux de rester dans la même chambre qu'elle et sans même effleurer sa main, se contenter de la regarder dans les yeux? Qu'il existait un homme qui se jetterait au feu si cela pouvait lui permettre de quitter son enfer, pour peu qu'elle voulût en sortir. Mais elle ne le veut pas, et jusqu'à maintenant, je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas, car je ne puis croire qu'elle soit devenue mauvaise jusqu'à la moelle de ses os. Je ne puis y croire parce que je sais que ce n'est pas ça, parce que je la connais, parce que je l'aime. Je l'aime. Le laquais approcha d'Ivan Ivanovitch, qui avait posé les coudes sur la table, la tête sur ses coudes, et qui était parfois saisi d'un frémissement. Il lui toucha l'épaule. « Monsieur Nikitine, il ne faut pas, voyons, devant tout le monde. Le patron va vous invectiver. Monsieur Nikitine, une telle conduite, en public. Veuillez vous lever. » Ivan Ivanovitch releva la tête et fixa le serviteur. Il n'était pas du tout ivre, ce que le serviteur comprit en voyant son visage mélancolique. « Ce n'est rien, Sémione, c'est comme ça. Donne-moi plutôt un carafon de vodka. »« Avec quoi le désirez-vous ?»« Avec quoi ? Un petit verre. Et qu'il y en ait beaucoup. Pas un carafon, une carafe. Voici pour toi. Tiens, c'est pour le tout, et 20 kopecks en prime. Dans 1 heure, tu m'expédieras chez moi avec un cocher. Car tu sais où j'habite. Je le sais. Mais monsieur, comment se fait-il ? Il n'en revenait visiblement pas. Un pareil incident survenait pour la première fois de toute sa longue carrière. Non, attends, il vaut mieux que je le fasse tout seul. Ivan Ivanovitch alla dans le vestibule, se vêtit et sortit dehors. Il se rendit dans un établissement de commerce aux basses fenêtres, éclairé au gaz naturel, où brillaient les étiquettes multicolores des bouteilles arrangées avec soin et goût sur une litière de mousse. 1 minute plus tard, 2 bouteilles dans les mains, il rentra jusque chez lui et ferma à clé la porte de son 2 pièces qu'il louait meublée à Zuckerberg. 3. Je me suis à nouveau oublié et à nouveau réveillé. 3 semaines de titubation quotidienne. Comment puis-je seulement supporter ça? J'ai mal à la tête aujourd'hui, aux os, dans tout le corps. Tristesse, ennui, bavardages vains et pénibles. Si quelqu'un pouvait venir. Comme en réponse à sa pensée, la sonnette retentit dans l'entrée. « Eugénie est à la maison ?»« Oui, donnez-vous la peine, » fit la voix de la cuisinière. Des pas rapides, inégaux, résonnèrent au long du corridor. La porte s'ouvrit et Ivan Ivanovitch parut. Il ne ressemblait pas du tout à l'homme timide et réservé qui était venu ici même 2 mois plus tôt. Le chapeau sur l'oreille, une cravate de couleur, sûr de lui, le regard hardi, sans compter une démarche chaloupée et une forte odeur de vin. Nadiejda Nikolaïevna bondit de sa place. « Bonjour, commença-t-il. Je suis venu te voir. » Il s'assit, s'affala, sur une chaise près de la porte sans ôter son chapeau. Elle se taisait, lui aussi. S'il n'avait été saoul, elle aurait su quoi dire. Mais en l'occurrence, elle était éperdue. Tandis qu'elle se demandait quoi faire, il reprit la parole. « Oui, me voici donc. Je suis venu. »« J'ai le droit !» hurla-t-il soudain furieusement, et il se dressa de toute sa taille. Son chapeau chuta de sa tête, ses cheveux noirs dépeignés tombaient sur son visage, ses yeux lançaient des éclairs, toute sa figure exprimait une telle fureur que Nadiejda Nikolaïevna eut peur. Elle tenta de lui parler gentiment. « Écoutez, Ivan Ivanitch, j'aurais été très heureuse de votre visite, mais maintenant, rentrez chez vous.
Vous avez trop bu. Soyez aimable, mon mignon. Allez chez vous. Vous viendrez quand vous serez mieux. Tu as peur, marmonna-t-il comme pour lui-même en se rasseyant. Tu te radoucis. Mais pourquoi donc me chasses-tu? Haussa-t-il de nouveau le ton de désespoir. Pourquoi? C'est à cause de toi que j'ai commencé à boire, non? J'étais sobre avant. Qu'est-ce qui m'attire en toi? Dis-le-moi. Il pleurait. Des larmes d'ébriété l'étouffaient, coulaient sur ses joues jusqu'à sa bouche déformée par les sanglots. Il pouvait à peine parler. Une autre aurait considéré comme un bonheur de quitter cet enfer. J'aurais travaillé comme un bœuf. Tu aurais vécu sans souci, tranquille, honorable. Dis-moi, qu'ai-je fait pour mériter ta haine? Nadiejda Nikolaïevna se tenait coite. Tu le sais pourquoi? Cria-t-il. Parle! Dis n'importe quoi, mais dis quelque chose. Je suis saoul, ça c'est vrai. Si je n'étais pas saoul, je ne serais pas venu. Sais-tu comme j'ai peur de toi quand j'ai tous mes esprits? Tu pourrais faire de moi ce que tu veux. Dis-moi de commettre un larcin, je volerai. Dis-moi tue, je tuerai. Le sais-tu, ça? Sans doute. Tu es intelligente, tu vois tout. Et si tu l'ignores? Nadia, ma chérie, aie pitié de moi. Et il rampait à genoux devant elle sur le plancher. Mais elle demeurait immobile, adossée au mur, la nuque appuyée contre la cloison et les mains dans le dos. Son regard était fixé sur un point indéterminé de l'espace. Voyait-elle, entendait-elle quelque chose? Que ressentait-elle à la vue de cet homme se traînant à ses pieds et quémandant son amour? De la pitié? Du mépris? Elle avait envie de le plaindre, mais elle sentait qu'elle ne le pouvait point. Il ne suscitait en elle que répulsion. D'ailleurs, pouvait-il susciter un autre sentiment sous cet aspect misérable, ivre, sale, humilié et suppliant? Il avait cessé de se rendre à son travail depuis quelques jours déjà. Il buvait quotidiennement. Ayant trouvé un réconfort dans le vin, il se mit à moins observer sa passion et restait chez lui à boire, afin de trouver la force de venir chez elle et lui dire tout. Ce qu'il devait lui dire, il ne le savait pas trop bien. Je lui dirai tout, je lui ouvrirai mon âme. Voilà ce qui fulgurait dans sa tête éméchée. Enfin, il se décida. Il vint et commença à parler. Ensuite, à travers les brumes de l'ivresse, il eut conscience de faire des choses qui ne suscitaient guère d'amour pour lui. Mais il parlait quand même, sentant qu'à chaque mot, il tombait de plus en plus bas, serrait de plus en plus le nœud coulant autour de sa gorge. Il parla encore longuement, de manière incohérente. Son discours devenait de plus en plus lent. Et finalement, ses paupières d'ivrogne gonflées se fermèrent, et, la tête rejetée en arrière sur le dossier de la chaise, il s'endormit. Nadiejda Nikolaïevna gardait la même pose, le regard perdu au plafond, les doigts tambourinant sur le papier peint. Ai-je de la compassion pour lui? Non, je ne le plains pas. Que puis-je faire pour lui? L'épouser? Oserais-je jamais? D'ailleurs, ne serait-ce pas exactement le même acte de vente? Seigneur! Mais non, c'est encore pire. Elle ne savait pas pourquoi ce serait pire, mais elle le sentait. Pour l'instant au moins, je suis sincère. Le premier venu peut me frapper. Je supporte pas mal d'offenses. Mais plus tard, marié, en quoi serais-je meilleur? Est-ce que ce ne sera pas toujours la même dépravation? La sincérité en moins? Le voici qui est assis là, endormi, la tête pendante, la bouche ouverte, le visage aussi pâle que celui d'un mort. Son habit est souillé. Il a dû se traîner quelque part. Comme il respire lourdement. Parfois même, il râle. Oui, mais cela va passer, et il redeviendra présentable, timide. Non, ça, c'est autre chose. Cependant, il me semble que si je donnais à cet homme un pouvoir sur moi, il me martyriserait avec ce souvenir, et je ne le supporterais pas. Non, tant qu'à faire, que je reste ce que je suis. D'ailleurs, il n'y en a plus pour très longtemps. Elle jeta un châle sur ses épaules et sortit de la chambre en claquant la porte. Ivan Ivanovitch, réveillé par le bruit, promena autour de lui un regard d'insensé, et, estimant que dormir sur une chaise n'est pas confortable, se transposa péniblement jusqu'au lit où il s'effondra et se rendormit d'un sommeil de mort. Tard le soir, à son réveil, il avait mal au crâne mais était dessoulé. Voyant où il était, il prit la fuite. Je suis sorti de la maison sans savoir où j'irais. Le temps était exécrable, la journée brumeuse, sombre. Une neige fondante tombait sur le visage et les mains. Il aurait été préférable de rester à la maison, mais pouvais-je en l'occurrence rester là-bas? Il est en train de sombrer. Que faire pour le soutenir? Puis-je modifier mes rapports avec lui? Ah!
Tout est dans mon âme, tout brûle à l'intérieur de moi. J'ignore moi-même pourquoi je ne veux pas profiter de l'occasion de quitter cette horrible vie, de me libérer du cauchemar. Et si je l'épousais? Une nouvelle existence, de nouveaux espoirs. Est-il possible que cette pitié que je ressens tout de même pour lui ne puisse se muer en amour? Ah non, présentement, il est prêt à me lécher les mains. Mais après, il me mettra le pied sur la gorge et dira « Ah, et toi qui résistais encore, misérable créature, tu m'as méprisé !» Dira-t-il cela? Je pense qu'il le dirait. Je possède un moyen de me sauver, de me délivrer. Un moyen excellent pour lequel je me suis décidé depuis longtemps déjà, et auquel j'aurai certainement recours à la fin des fins. Mais je crois qu'il est encore trop tôt. Je suis trop jeune, j'ai trop de vie en moi. J'ai envie de vivre, envie de respirer, de sentir, d'entendre, de voir. Envie de jeter ne serait-ce que de temps en temps un coup d'œil à la Neva. Voici d'ailleurs la berge. D'immenses édifices d'un côté, de l'autre la Neva noircie. Bientôt la glace va s'en aller, la rivière sera bleue. Le parc, en face, reverdira. Les îles se couvriront de verdure, bien que pétersbourgeois, c'est quand même le printemps. Et soudain m'est revenu en mémoire mon dernier printemps heureux. J'étais alors une fillette de 7 ans, je vivais avec mon père et ma mère à la campagne, dans la steppe. On ne me surveillait guère, je gambadais autant que je le voulais et où je voulais. Je me rappelle qu'au début mars, se mirent à courir et bouillonner dans les ravins de la steppe des ruisseaux d'eau de fonte. La steppe s'assombrit. L'air devint étonnamment humide et agréable. Ce furent d'abord les sommets des collines qui se dénudèrent, l'herbe y verdoya. Puis ce fut toute la steppe qui devint verte malgré les poches de neige mourante retenues au fond des vallons. Rapidement, en quelques jours, sortis tout près du tondi de terre, poussèrent des buissons de pivoine portant de luxuriantes fleurs d'un pourpre éclatant. Les alouettes commencèrent de chanter. « Seigneur, qu'ai-je commis qui me vaille d'être, vivante, précipitée en enfer? Est-ce que ce que je subis n'est pas pire que n'importe quel enfer ?» Une rampe de pierre permet de descendre jusqu'à un trou creusé dans la glace. Quelque chose m'a poussé à aller regarder l'eau. Mais il est trop tôt, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il est trop tôt. J'attendrai encore. Et pourtant, ce serait bien de se placer tout au bord du trou, ce bord mouillé, glissant, et de glisser. Si ce n'était ce froid, 1 seconde, et te voici voguant sous la glace au fil du courant, frappant comme une démente cette glace des pieds, des mains, de la tête, du visage. Il serait intéressant de savoir si la lumière du jour pénètre là-dessous. Je suis resté au-dessus du trou longtemps, immobile, et j'ai atteint cet état où l'on ne pense plus à rien. Mes pieds étaient trempés depuis longtemps, mais je ne bougeais pas. Le vent n'était pas froid, mais j'étais transi et je frissonnais, mais je ne bougeais toujours pas. J'ignore combien de temps se serait prolongée cette stupeur si quelqu'un ne m'avait hélé de la berge. « Madame! Hep, madame !» Je ne me suis pas retourné. « Madame! Je vous en prie, remontez !» Quelqu'un dans mon dos entreprit de descendre l'escalier. En plus du frottement des pieds sur le sable couvrant les marches, je percevais un autre bruit mat. Je me suis retourné. C'était un sergent de ville qui descendait, et c'était son sabre qui produisait ce bruit. Apercevant mon visage, il troqua la mimique cérémonieuse de sa physionomie contre une expression brutale et impertinente. Il s'approcha, me saisit l'épaule. « Fiche le camp, espèce de roulure! Toujours à traîner, vous autres! Fous-toi à l'eau par bêtise, et après, qui c'est qui doit répondre de vous? Bande de maraudes !» Il avait vu à mon visage qui je suis. 4. Toujours la même chose. Pas moyen de rester seul 1 minute sans que l'angoisse me poigne l'âme. Que faire de moi pour oublier? Anouchka m'a apporté une lettre. D'où vient-elle? Je n'ai plus reçu de courrier de personne depuis si longtemps. Ma très gracieuse Nadiejda Nikolaïevna. Quoique j'ai compris que je ne représente rien pour vous, je suppose tout de même que vous êtes une demoiselle au bon cœur et ne voudrez pas me faire offense. Pour la première et la dernière fois de ma vie, je vous prie de vous rendre chez moi à l'occasion de ma fête. De proches et d'amis, je n'en ai point. Je vous en supplie, venez. Je vous jure de ne rien dire de vexant ou de désagréable. Prenez pitié de votre dévoué. Ivan Nikitine. Post-scriptum. Je ne puis me remémorer sans honte ma conduite passée dans votre appartement. Soyez donc chez moi aujourd'hui à 6 heures, je joins l'adresse. I.N. Qu'est-ce que cela signifie? Il est résolu à m'écrire. Il y a là quelque chose qui n'est pas si simple.
Que veut-il faire avec moi? Dois-je y aller ou non? Quelle bizarre tergiversation! Y aller ou pas? S'il veut m'attirer dans un piège, c'est soit pour me tuer, soit... s'il me tue, ce sera une solution aussi. J'irai. Je m'habillerai avec un maximum de simplicité et de discrétion. Laverai le fard blanc et rouge de mon visage, cela lui sera quand même plus agréable. Je me coifferai simplement. Il me reste si peu de cheveux. Je me suis coiffé, j'ai enfilé une robe noire de laine, mis un châle noir, une collerette et des manchettes blanches, et je me suis approché du miroir pour me voir. J'ai failli me mettre à pleurer en voyant une Eugénie qui ne ressemble pas du tout à celle qui exécute si bien des danses obscènes dans divers bouges. J'ai aperçu non point une effrontée cocotte maquillée au visage souriant, aux chignons hardiment gonflés, aux sourcils soulignés. Cette pâle femme hébétée et souffreteuse qui se regardait avec de grands yeux noirs cerclés de sombre, c'était quelque chose de nouveau, pas du tout moi, à moins que ce ne fût précisément moi. Et l'autre Eugénie, celle que tout le monde voit et connaît, l'autre, une étrangère, quelque chose qui aurait pris possession de moi, qui m'opprimerait, qui serait en train de me tuer. Alors je me suis mis effectivement à pleurer, et j'ai pleuré fort et longtemps. On se sent mieux quand les larmes coulent, me disait-on dans mon enfance. Seulement cela ne doit pas être efficient pour tout le monde. Je ne me suis pas senti mieux, au contraire, ce fut pire. Chaque sanglot résonnait douloureusement, chaque larme était amère. Ceux pour qui existe une chance d'être sauvés et de vivre en paix, ceux-là, les larmes leur sont peut-être une consolation. Mais où est la mienne? J'ai essuyé mes pleurs et me suis mis en route. J'ai trouvé sans mal les meublés de madame Zuckerberg, et une servante finnoise m'a indiqué la porte d'Ivan Ivanitch. « On peut entrer ?» Il y eut dans la chambre un bruit de tiroir rapidement repoussé. « Entrez !» cria Ivan Ivanitch. Ce que je fis. Il était assis à son bureau et cachetait une enveloppe. On aurait dit qu'il n'était même pas content de ma venue. « Bonjour, Ivan Ivanitch. »« Bonjour, Nadejda Nikolaïevna. » répondit-il en se levant et en me tendant la main. Une lueur fugace de tendresse passa sur son visage quand je lui tendis la mienne, mais cela disparut instantanément. Il était sérieux et même austère. « Je vous remercie d'être venu. »« Pourquoi m'avez-vous invité ?» ai-je demandé. « Mon Dieu! Ne savez-vous donc pas ce que ça signifie pour moi de vous voir? Mais cette conversation ne vous fait sans doute pas plaisir. » Nous étions assis en silence, la Finnoise apporta un samovar. Ivan Ivanitch me servit du thé et m'offrit du sucre. Puis il mit sur la table de la confiture, des biscuits, des bonbons, une demi-bouteille de vin doux. « Excusez-moi pour le service, Nadejda Nikolaïevna. Ça vous est peut-être désagréable, mais ne vous fâchez pas. Je vous en prie, prenez du thé, versez-en. Mangez, voici des bonbons, du vin. » J'ai fait la maîtresse de maison, et lui, il s'est assis en face de moi, le visage dans l'ombre, et m'a observé. Je sentais sur moi son regard fixe et attentif, et je rougissais. J'ai relevé les yeux une seconde, puis les ai baissés aussitôt, car il continuait de me fixer avec le même sérieux. Qu'est-ce à dire? À croire que le lieu, ma discrète robe noire, l'absence de visages impudents et de discours triviaux avaient agi si fortement sur moi que j'étais redevenue la jeune fille effacée et confuse que j'étais 2 ans auparavant. Cela m'a contrarié. « Dites-moi, je vous prie, qu'avez-vous à rouler des yeux comme ça ?» ai-je prononcé dans un effort, mais hardiment. Ivan Ivanitch se mit à marcher de long en large. « Nadejda Nikolaïevna, ne parlez pas avec tant de rudesse. Soyez au moins 1 heure durant tel que vous étiez en arrivant. Je ne comprends pas pourquoi vous m'avez appelé. Est-ce vraiment pour me regarder en silence et rien de plus? Oui, Nadejda Nikolaïevna, seulement pour cela. Pour vous, cela n'aura rien de mortifiant. Et pour moi, ce sera une ultime consolation de vous voir. Vous avez été si bonne de venir dans cette robe, de venir telle que vous êtes. Je ne m'y attendais pas et vous en suis d'autant plus reconnaissant. Pourquoi ultime, Ivan Ivanitch? Eh bien, c'est que je pars. Où? Loin, Nadejda Nikolaïevna. Ce n'est absolument pas ma fête aujourd'hui. J'ai écrit ça comme ça, sans réfléchir. J'avais simplement envie de vous regarder encore une fois. D'abord, je voulais aller vous attendre en bas de chez vous. Et puis, va savoir comment, je me suis décidé à vous inviter. Vous avez été si gentille de venir. Que Dieu vous en récompense. Je ne vois rien de bon dans l'avenir. C'est vrai, il n'y a pas grand-chose de bon. Au reste, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Sa voix se mit à chevrotter. C'est mieux pour moi.
puisque je m'en vais, ajouta-t-il, et sa voix trembla encore plus. J'ai ressenti pour lui une indicible compassion. Était-ce équitable tout ce que j'avais ressenti de mauvais envers lui? Pour quelle raison l'avais-je si grossièrement et si rudement repoussé? Trop tard pour les regrets. Je me suis levé pour m'habiller. Ivan Ivanitch bondit comme piqué au vif. « Vous partez déjà » s'enquit-il d'une voix émue. « Oui, il faut que j'y aille. »« Il faut. Allez là-bas. Nadejda Nikolaïevna, il vaudrait mieux que je vous tue tout de suite. » Il disait cela dans un murmure, agrippé à mon bras et me fixant de ses grands yeux éperdus. « Que ce serait mieux, dites. Mais pour ça, Ivan Ivanitch, on vous expédierait en Sibérie, et je ne le souhaite pas du tout. En Sibérie. Croyez-vous vraiment que c'est la crainte de la Sibérie qui m'empêcherait de vous tuer? Non, ce n'est pas pour ça. Je ne peux pas vous tuer parce que... Comment pourrais-je vous tuer? Comment pourrais-je te tuer? Fit-il en s'étranglant. Puisque je... Il m'attrapa, me souleva dans les airs comme une enfant, me serrant à m'étouffer et couvrant de baisers mon visage, mes lèvres, mes yeux, mes cheveux. Puis soudainement, aussi soudainement que c'était arrivé, il me déposa à terre et dit très vite. « Bon, allez-y, allez-y. Pardonnez-moi, mais ça aurait été la première et la dernière fois. Ne soyez pas fâchés contre moi. Allez-y, Nadejda Nikolaïevna. »« Je ne suis pas fâché, Ivan Ivanitch. Partez, partez. Merci d'être venu. » Il m'accompagna jusqu'à la porte qu'il referma aussitôt à clé. J'ai commencé à descendre l'escalier. La douleur dans le cœur était encore plus forte qu'avant. Qu'il parte et qu'il m'oublie. Je resterai pour finir mon temps. Assez de sentimentalité. Rentrons. J'ai accéléré le pas, pensant déjà à la robe que je mettrais et à l'endroit où j'allais passer la soirée. Et voilà, mon roman d'amour était fini. Juste une courte halte sur la pente glissante. Maintenant, je vais me précipiter librement, sans arrêt, de plus en plus bas. Mais soudain, j'entendis une voix intérieure me hurler. « Bon sang, il est en train de se brûler la cervelle !» Je me suis figé sur place. Un voile noir est passé devant mes yeux, ma peau s'est hérissée, mon souffle s'est fait court. Oui, il est en train de se tuer. Le tiroir qu'il a refermé, c'est un revolver qu'il examinait. Il écrivait une lettre, une ultime fois. Courir, peut-être arriverai-je à temps. Seigneur, retenez-le. Seigneur, laissez-le-moi. Un effroi mortel, inouï, s'empara de moi. Je revenais sur mes pas en courant comme une folle, heurtant les passants. Je ne me rappelle plus avoir grimpé l'escalier. Je me rappelle seulement le stupide visage de la Finnoise qui m'ouvrit. Je me rappelle le long et sombre corridor avec une multitude de portes. Je me rappelle m'être rué sur la sienne. Et quand j'ai posé la main sur la poignée, derrière la porte a retenti un coup de feu. Des gens sont sortis de partout, se sont mis à tourner furieusement autour de moi, en même temps que le corridor, les portes, les murs. Et je suis tombé. Et dans ma tête aussi, tout se mit à tourner et disparut.